Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre a été commémorée ce mardi 1er juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune d'Abomey-Calavi, un espace de 5 hectares a été reboisé dans l'arrondissement de Kpaon. En bon patriote, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, est allé prendre la deuxième dose du vaccin AstraZeneca 2 mois après la première dose, un geste qui vient convaincre les indécis. Et puis en Afrique du Sud, une bagarre a éclaté entre législateurs ce lundi au Parlement de l'Union africaine. Merci et bienvenue. Le Bénin célèbre ce mardi 1er juin 2021 la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. La journée marque également le début de la campagne de reboisement 2021. Dans la commune d'Abomey-Calavi, un espace de 5 hectares a été reboisé dans l'arrondissement de Kpaon. C'était en présence des ministres du cadre de vie et de l'agriculture, du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Le compte rendu est signé Clémence Tonocoin et Jean-Baptiste Bocco. L'arbre et la restauration des forêts pour le bien-être, c'est le thème retenu pour la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Ce thème rappelle le lien qui existe entre les arbres et le maintien d'un cadre de vie sain. La journée marque également le début de la campagne nationale de reboisement 2021-2022. Pour marquer l'événement, dans la commune d'Abomey-Calavi, un site de 5 hectares a été identifié pour mettre en terre des plants d'acacia et d'espèces autochtones. Pour le maire Angelo Arwandinou de la commune d'Abomey-Calavi, le choix du thème est bien en adéquation avec le site choisi. La commune d'Abomey-Calavi s'honore d'abriter la célébration au plan national de cette 37e journée sur ce site de la coopérative d'aménagement rural K2K dans l'arrondissement de Kparon, qui bénéficiera dans quelques instants d'une plantation de 5 hectares d'acacia auriculiformis et de quelques essences autochtones. Pour ma part, je lis une parfaite adéquation entre le site choisi et le thème retenu pour permettre aux populations de planter assez d'arbres dans leurs domaines respectifs afin de créer et de restaurer les ressources forestières. Dans ses propos, le ministre José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable a rappelé que le tout ne suffit pas d'organiser des cérémonies de mise en terre des arbres. Le message principal est que nous voulons réellement sortir du folklore, de la cérémonie de mettre en terre des arbres pour développer une culture de l'entretien, une culture de la maintenance dans une logique de création de richesses et de revenus pour nos populations. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches, Gaston Dossoui, a quant à lui invité chacun à planter au moins un arbre pendant la campagne nationale de reboisement ainsi ouverte. Près de 12 500 plants ont été mis en terre sur un site offert par les coopérateurs de la localité. Santé, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le ministre de la Santé a pris ce mardi la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Il donne le bon exemple 2 mois après la prise de la première dose. Carnot François Rongouader-Rinto, Fiacre Voitan. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, donne encore le bon exemple concernant la vaccination contre la Covid-19. Ce mardi 1er juin, il est allé prendre sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca 2 mois après la prise de la première dose, comme le recommande sa posologie. Accompagné du représentant résident par intérim de l'OMS et de la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin, le ministre, après vaccination, a invité l'ensemble des populations à faire le même geste. C'est pour dire à la population, encore une fois, que
l'effectivité de la présence des vaccins au Bénin est réelle. Nous avons les vaccins au Bénin et il est question aujourd'hui que nous puissions sortir massivement pour nous faire vacciner. Au début, nous avions restreint ça aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les agents de santé qui sont exposés au quotidien parce qu'étant en contact permanent avec les malades, les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, qui ont été fortement secouées par cette pandémie, mais également les sujets qui sont porteurs de comorbidité. Aujourd'hui, nous avons étendu le champ des cibles de cette vaccination pour prendre en compte tous les sujets qui sont âgés de plus de 18 ans. Concernant l'esprit dubitatif cultivé par les citoyens sur la qualité des vaccins, l'autorité ministérielle rassure en ces thèmes. Les vaccins que nous utilisons au Bénin et d'ailleurs partout ailleurs dans le monde sont des vaccins qui sont sûrs, sécurisants et qui sont donnés gratuitement. Les effets secondaires qui sont attendus et qui sont pour la plupart du temps des effets secondaires mineurs ne sont rien à côté du bénéfice qui est attendu de cette vaccination. En effet, lorsqu'on se vaccine contre la Covid-19, c'est quasiment 100% d'éviction de formes graves. La forme grave est évitée quasiment dans 100%. Les formes symptomatiques, on peut encore l'avoir dans un certain pourcentage. Mais on fera la maladie peut-être, mais on n'en mourra pas. Et ça, c'est fondamental, quand on sait que chaque personne qui meurt est une perte incommensurable pour le pays. La campagne de vaccination contre la Covid-19 au Bénin se poursuit toujours. Les citoyens sont donc attendus dans les postes de vaccination retenus par le ministère de la Santé pour se faire vacciner car le vaccin contre la Covid-19 est efficace, sûr, volontaire et gratuit. Le département de psychologie de l'université d'Abomey-Calavi a organisé samedi dernier à Grand Popo une journée scientifique de psychologie, une occasion pour les chercheurs de réfléchir sur la contribution de la science à la paix et au progrès social au Bénin. Les détails, c'est avec Jonas Bouchi. La psychologie n'est pas véritablement ancrée dans la quotidienneté des Africains et particulièrement du Béninois. Il est enfin temps pour mieux faire connaître toute l'utilité de la psychologie aux Béninois. Et c'est à travers une journée scientifique de psychologie qui a réuni à Grand Popo étudiants en psychologie, cliniciens psychologues de formation et maîtres de conférences en psychologie. Ils célébraient ainsi l'an 1 de leur forum d'échange Café Psychologie. Dr Michel Mehento est l'un des organisateurs de cette journée scientifique. C'est une science qui a connu beaucoup d'essor à l'Occident et aujourd'hui cette science est en train de faire son chemin. Nous allons remercier tous les enseignants d'université qui ont répondu à l'appel et qui sont arrivés à communiquer sur des thématiques telles que la santé mentale et le développement en Afrique et particulièrement au Bénin, la déontologie du psychologue béninois, à quand nous allons arriver à cela, et les défis de la psychologie à l'horizon 2030. Les grands défis de la psychologie à l'heure actuelle au Bénin s'articulent autour de la pratique de cette science, précise le professeur Anselme Djidonou. Il y avait une question qui est là et qui est en suspens, c'est le potentiel d'emploi. Ce grand nombre d'étudiants formés ou ce grand nombre de personnes compétentes formées dans les universités qui essaient de se faire prévaloir psychologue. Déontologiquement, n'est pas psychologue ou psychothérapeute celui qui a fait un diplôme universitaire. Le professeur Rogatien Segla déplore l'inexistence au Bénin de l'ordre des psychologues qui permettrait de mieux quadriller la profession. Nous sommes nombreux en tant que psychologues, mais nous n'avons pas encore mis sur place les règles, les normes qui permettent finalement de fonctionner. Il faut que nous ayons des règles basiques à partir desquelles nous devons fonctionner. Sinon, ça devient de l'anarchie. D'après les participants, cette journée scientifique de psychologie promeut de beaux jours à cette science au Bénin. C'est une très bonne initiative puisque nous n'avons pas souvent des occasions pour échanger sur des thèmes qui nous préoccupent dans l'exercice de notre fonction. Nous avons eu
la présence en notre sein de nos enseignants qui ont toujours le souci de former une relève de qualité. À ce rendez-vous scientifique, les participants ont également échangé sur la continuité de la formation au-delà du cursus universitaire pour assurer leurs compétences face au rythme des avancées scientifiques et des mutations qui s'opèrent dans nos sociétés. L'instabilité politique qui prévaut au Mali ne laisse pas indifférents les Maliens résidant au Bénin. Ils se disent préoccupés par la situation et appellent la communauté internationale au secours pour un retour à la paix. Ils sont au micro de Clémence Tononcoin et de Jean-Baptiste Bocon. Nous sommes vraiment préoccupés par la situation qui prévaut là-bas parce qu'il y a une instabilité récurrente. Cela s'explique par beaucoup de choses, par l'échec des politiciens, par l'échec de la classe dirigeante. Donc franchement, nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale et des partenaires pour pouvoir sortir de ce trou. Moi, je n'ai plus de sentiments concernant cette situation. Ma proposition, c'est qu'on ait des partenariats avec la Russie, parce que la Russie est un partenaire crédible. Ça fait 8 ans que la France est chez nous. Ils ont tous les appareils sophistiqués, ils ont près de 8000 hommes, mais malgré ça, il ne reste que Bamako. Nous avons perdu la totalité du territoire. Donc il est urgent qu'on change de partenaire, qu'on change de stratégie, car sans la sécurité, plus rien n'est important. Donc, nous en avons assez de discourir. Même le coup d'État dont on parle, moi j'attends seulement de voir la réaction ou bien comment les nouvelles autorités vont se conduire vis-à-vis de la France. Les situations là, les civils n'ont pas de solution. On va rester derrière les militaires. Parce que on croit à la France pour que les situations dans le français vont calmer un peu là. Les djihadistes et les bandits qui sont au Mali aujourd'hui, on a compté sur la France. Mais les Français ont dessus les Maliens, ils ont dessus tous les Africains. Parce que si on n'a pas trouvé l'autre solution, ça n'a pas allé comme ça. À cause de ça, tout le Malien a décidé pour accueillir les risques pour venir sauver le Mali aujourd'hui. Il n'y a pas de solution. Je veux seulement que toutes les populations maliennes vont rester derrière les militaires pour qu'on va trouver une solution pour quitter les crises qui sont au Mali aujourd'hui. Il n'a qu'à laisser les militaires au pouvoir. Le meilleur solution, c'est les militaires. C'est celle qui peut diriger. Sinon, par ça, on n'a pas besoin de civils. On veut les militaires. Assimi Goïta, avec Ouague. On veut les militaires seulement, c'est tout. Actualité en dehors du Bénin, en Afrique du Sud, des échauffourées ont éclaté au cours d'une réunion au Parlement de l'Union africaine. Une bagarre entre législateurs qui intervient suite à un désaccord sur le processus électoral, prioritairement sur la proposition d'une présidence tournante de l'Union africaine entre les régions du continent. Emmanuel Macron a reçu le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid, à l'Élysée. Il était notamment question du retrait des mercenaires étrangers sur place et du processus de stabilisation de la Libye. C'est au son des hymnes de leurs deux pays que Mario Draghi et Abdelhamid Beba arrivent dans la cour du palais de Chigi, le siège de la présidence du Conseil italien. Pour leur deuxième rencontre, plusieurs dossiers sont au cœur des discussions. La reconstruction libyenne, le renforcement de la collaboration économique entre Tripoli et Rome, mais surtout la question migratoire, un dossier sensible qui préoccupe toutes les puissances européennes. Les deux dirigeants se sont engagés à agir de manière coordonnée pour mieux réguler les flux de migrants. Je pense qu'il s'agit d'un devoir moral et que c'est aussi dans l'intérêt de la Libye d'assurer le plein respect des droits des réfugiés et des migrants. Tout cela n'est pas seulement une responsabilité libyenne, maltaise ou italienne, c'est une responsabilité commune.
Après Rome, le Premier ministre libyen va poursuivre sa tournée en Europe. Il sera reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron, le président français fortement impliqué dans le processus de stabilisation de la Libye. En mars dernier, il avait reçu le chef du Conseil présidentiel libyen, l'occasion pour la France d'afficher son soutien à ce nouvel exécutif de transition et de consolider sa présence dans la région. Je voulais ici leur témoigner de tout mon soutien, celui de la France, aux autorités libyennes nouvelles unifiées, issues du processus de transition politique que la France appelle de ses voeux depuis plusieurs années, auquel nous avons activement contribué. Le président français a également insisté à plusieurs reprises sur le retrait des puissances étrangères présentes en Libye. Selon l'ONU, 20 000 mercenaires de tous horizons seraient présents dans le pays. Parmi eux, plusieurs centaines de militaires turcs déployés dans le cadre d'accords conclus avec le précédent exécutif de Tripoli. Les défis sont donc nombreux pour l'actuel gouvernement libyen qui va tenter de poursuivre le processus de stabilisation du pays. Objectif majeur, organiser des élections législatives et présidentielles à la fin de l'année. Après avoir passé 16 ans, Angela Merkel va quitter le pouvoir dans quelques mois à l'occasion du dernier Conseil des ministres franco-allemands avant le départ de la chancelière. Ce lundi 31 mai 2021, le président français a loué l'engagement, la patience et la capacité d'écoute d'Angela Merkel dans les relations franco-allemandes et dans les affaires européennes. Madame la chancelière, chère Angela, et je voulais vraiment te remercier. Des mots sincères. Avant de débuter son allocution, Emmanuel Macron a voulu remercier celle avec qui il coopère depuis 4 ans au nom des relations entre la France et l'Allemagne. Après 16 années au pouvoir, Angela Merkel a vécu son 17e et dernier Conseil des ministres franco-allemands. Il était donc l'heure de faire le bilan. Durant les 4 années qui viennent de s'écouler, nous avons bâti les fondements solides d'une autonomie stratégique et d'une vraie souveraineté européenne. En matière de défense, avec des projets dont on nous disait qu'ils étaient impossibles, une initiative européenne d'intervention, un fonds de défense, mais aussi des avancées sur le plan de l'Europe technologique et d'investissement commun. Si l'événement est particulier, pour celle qui a vu passer 4 présidents de la République française, l'essentiel reste ailleurs. Le duo européen doit encore se coordonner sur plusieurs dossiers. Le principal déjà. Ce lundi marque l'achèvement de la ratification du plan de relance européen par les 27. Un projet lancé par les 2 pays le 18 mai 2020 qui permettra à la Commission européenne d'emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés pour compenser les pertes dues à la crise sanitaire. La France et l'Allemagne se sont également mises d'accord sur la situation au Mali. Un objectif commun de stabilisation dans le pays. Nous sommes d'accord sur ce qui a été dit. Nous avons parlé des lignes rouges à ne pas franchir. Nous avons également prévenu qu'il fallait tout d'abord organiser des élections et aucun contact avec des forces islamistes ne sera toléré au Mali. Cela vaut également pour le président actuel. Prévu pour le 26 septembre prochain, la fin de mandat approche pour la chancelière allemande, mais de nombreuses échéances l'attendent encore. G7, sommet de l'OTAN, sommet Union européenne-États-Unis et Conseil européen, voilà le programme du mois de juin. Un calendrier chargé qui promet une tournée d'adieu loin de tout repos. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.